it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot où j'ai la chance d'avoir avec moi Géraldine de UBS, la maison de gestion, qui vient nous présenter un petit peu sa vision et la vision de sa boutique en termes d'extra-financier. Bonjour Paul. Bonjour Géraldine. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en quelques mots déjà, qui est UBS, la maison de gestion? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas une marque hyper connue, enfin UBS oui, mais la maison de gestion un peu moins. Et puis, nous expliquer un peu depuis quand tu fais de l'ESG ou de l'extra-financier globalement et qu'est-ce qui t'a amené vers cette discipline? Très bien. Alors, donc moi, je m'appelle Géraldine Meyer, donc je suis gérante de portefeuille sous mandat. Je m'occupe plus particulièrement des mandats investissement durable, donc au sein d'UBS, la maison de gestion. Et aussi, Paul, je supervise une équipe de 4 personnes dédiées à l'investissement durable au sein de la société de gestion. Alors, UBS, tout le monde connaît. On connaît un petit peu moins UBS, la maison de gestion. Donc, on est en fait la société de gestion d'UBS en France. On est 50 collaborateurs, pour te donner quelques ordres de grandeur. On a une vingtaine de gérants, 7 milliards d'actifs sous gestion, 3000 clients. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que nos clients sont essentiellement une clientèle privée, fortunée. Et on intervient à la fois sur la gestion collective, parce qu'on a une gamme de fonds, mais aussi en gestion sous mandat. Alors, pour ce qui est de l'ESG au sein d'UBS, la maison de gestion, c'est vrai que la bonne réponse à t'apporter, ce serait de te dire qu'on fait ça depuis toujours, depuis tout le temps. Mais comme tu le sais, sur tout ce qui est problématique d'investissement durable, les acteurs qui étaient vraiment précurseurs, en réalité, c'était plutôt les acteurs institutionnels. Et notre clientèle au sein d'UBS, la maison de gestion, on est plutôt confronté à une clientèle privée qui, historiquement, était un peu, je dirais, le parent pauvre de l'investissement durable. Pourtant, moi, je trouve que c'est assez contre-intuitif parce que moi, je rencontre énormément de clients, énormément de prospects. Et la base de notre clientèle, en fait, ce sont des entrepreneurs qui cèdent leur entreprise. Et quand tu es un chef d'entreprise, tu sais très bien que la valorisation de ton entreprise, c'est pas que du financier, c'est également beaucoup d'extra-financier. En réalité, nos clients, ils ont une vision extrêmement pragmatique, opérationnelle de ce que c'est que la durabilité, notamment au travers de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et comme tu le sais, la France, on est pionnier en la matière, notamment avec en 2001 la promulgation de la loi NRE. Donc en réalité, nos clients, ils sont assez convaincus sur la question. Mais il y a quand même une difficulté assez majeure, c'est justement de passer de ce statut d'acteur économique, de décideur économique, au statut finalement d'investisseur. Alors pourquoi? En fait, il y a une énorme défiance envers la finance. Il y a cette perception, tu vois, tu vois ce que je veux dire, il y a cette déconnexion totale entre la réalité économique et la réalité des marchés financiers. Et en fait, les gestions, si tu veux, ESG, elles n'échappent pas du tout à la règle. Donc moi, je suis confrontée à des remarques du genre, c'est qu'un vernis marketing, c'est du greenwashing, de l'éco-blanchiment, si on ne veut pas faire d'anglicisme. Alors, il y a eu des scandales, en plus dernièrement, DW. Exactement. Ou alors des interrogations fortes. On ne va pas reparler du cas Orpea, mais c'était assez flagrant. Et pire encore, il y a aussi ce côté, oulala, c'est à la mode, je vais me faire tondre par les autres, pris dans une bulle verte. Et on l'a vu, c'est l'éclater, cette bulle verte. Donc, j'ai pas tellement envie d'être comme l'investisseur moyen qui va se faire un peu avoir par les sirènes marketing. Donc, en fait, c'est pas tellement la question du pourquoi, parce que ça, c'est très ancré dans nos clients, mais c'est vraiment la question du comment on peut le faire. D'accord. Donc ça, c'est ce qui nous anime, quoi. Et du coup, tu disais que vous aviez principalement une clientèle privée, donc tu disais 3000 clients, donc même s'ils sont fortunés, donc c'est des fonds dédiés ou des mandats de gestion, mais derrière, comment vous faites pour avoir vous avez une méthode commune à ces mandats ESG, vous avez une approche qui valorise plus l'environnement, ou est-ce que finalement vos clients ils ont plutôt une appétence
j'allais dire agnostique ou en tout cas équipondéré. Comment ça fonctionne? Alors, on a évidemment une méthodologie, commune sur l'ensemble de notre gamme durable. On n'a pas de préférence en tant que gérant, on est agnostique, comme tu le dis, au niveau du critère, E, S et G, parce que de toutes les façons, toutes les choses fonctionnent ensemble. Hem, pour autant, il y a une chose qui est très important pour nous, c'est tout ce qui est best in class, puisqu'en tant comme on s'adresse à cette clientèle privée, on a cette vision un peu patrimoniale de l'investissement qui est délivrer de la performance, mais surtout gérer les risques et la diversification, c'est un outil incroyable pour gérer les risques. Donc le best in class. Après, ce qui est intéressant et c'est le choix qu'on a fait pour les mandats investissement durable que je supervise, c'est que c'est aussi une option de personnalisation. C'est-à-dire, ça peut être aussi l'expression d'une conviction personnelle, au-delà de la partie gestion. Et Et donc du coup, on peut et ça, paramétrer les mandats. et ça, du coup, tu le fais au travers d'exclusion ou carrément c'est le scoring qui est différent en gros, tu as du air liquide bien noté chez un, mal noté chez l'autre, ou c'est plus je m'accorde, certains clients vont vous dire vous m'excluez tel type, par exemple, tout ce qui est lié à l'énergie ou ce genre de choses. Alors effectivement, il y a la première étape, ça passe par de l'exclusion, par exemple les énergies fossiles, par exemple j'avais un client qui voulait pas du tout de chimie. Mhm. En réalité, on a cette possibilité, Paul, de discuter avec nos clients. Donc on dit: «Bon, ben, voilà, Air Liquide, c'est un cas, extrêmement intéressant, parce qu'en fait, elle est pas très bien notée par la notation, UBS. Elle est pas si mal notée, on travaille avec MSCI, elle est plutôt bien notée chez MSCI, pas très bien sur la méthodologie UBS. Après nous, on a fait le choix avec une étude un peu qualitative de se dire que c'était plutôt une société qui était en amélioration et par rapport aux problématiques, hydrogène, on trouvait que c'était intéressant d'en détenir en portefeuille. Mais le fait d'être, dans cette gestion personnalisée avec des grands clients privés, en réalité, on va ouvrir le dialogue et on va en discuter avec eux et on va pouvoir faire des choix. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire des choix. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Le diable est souvent dans le détail. Ce qu'il faut, c'est avoir des convictions et les exposer. Mais du coup, c'est d'autant plus compliqué de gérer les préférences des 3000 voilà, Ouais. en Alors matière de pas financier, quoi. Je alors comprends. effectivement, c'est accessible à partir d'un certain niveau d'encours. En dessous, c'est nos choix à nous en tant que gérants et moi, je suis là pour les défendre en réalité devant les clients et leur donner le temps de l'explication. Ça, je trouve que c'est important l'explication, la Ouais, pédagogie. c'est un des gros sujets. Et alors, bon, si j'ai bien compris, c'est pas non plus, c'est pas une démarche qui date en années chez vous, tout ce qui est extra-fi. Mais alors, j'ai tendance moi, ma question préférée, celle que tout le monde préfère, c'est quelle a été la boulette que vous avez faite en vous lançant? Alors, est-ce Alors qu'il y a quelque chose à nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une boulette qui a été faite ou que vous êtes en train de faire et que vous allez corriger d'ici peu? quand on se lance, parce que comme Mhm. je te l'ai dit, on est en train encore de se former sur la question. Comme Heu, beaucoup, hein. Comme beaucoup. ce qui est qui prend beaucoup de temps et beaucoup de contraintes, c'est tout le réglementaire. Ouais. Il y a le réglementaire européen et en plus, il y a la surcouche réglementaire française, hein, où on se Mhm. veut mieux disant. Donc pour moi, la boulette, c'est, de s'enfermer dans ce cadre réglementaire qui est ultra quantitatif, qui est ultra d'exclusion, hein, comme on en a parlé, ce qui est un peu la version 1.0 de l'investissement durable. C'est pas très satisfaisant, hein, d'un point de vue intellectuel, mais c'est nécessaire. On peut pas faire sans. Et l'idée, c'est pas de se cacher derrière ça, parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est le concept d'intentionnalité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse les choses par hasard, il faut qu'on le fasse de manière convaincue. C'est peut-être pour ça qu'on met un peu plus de temps aussi. On a besoin d'être convaincu pour pouvoir convaincre nos clients derrière. Et la boulette, c'est de s'enfermer dans ce cadre-là, parce qu'après, si on va voir un client et qu'on lui dit, bon, ben voilà, mon fonds, il est ESG parce que j'ai exclu 20% de l'univers, il va me dire, mais non, mais c'est pas ça que j'attends en fait. Je cherche autre chose. Et Je suis assez d'accord avec ce point. Je me permets de rebondir, mais parce que c'est souvent un dialogue de sourds où j'explique que la réglementation, enfin, si on maîtrisait, si on allait jusqu'au bout du sujet, la réglementation, ça serait juste une manière d'afficher des choses. Et on a tendance, dans la M, hein, ça fait des décennies que c'est comme ça. Avant l'extra-financier, on prenait les réglementations et c'était elles qui drivaient la façon dont on faisait du business. Hein. Donc, voilà, on reproduit cette même erreur. Je suis complètement aligné là-dessus. C'est vrai que la réglementation, quelque part, elle est juste là pour contrôler que ce qu'on a conçu, c'est pas n'importe quoi et que justement, on fait pas du greenwashing. Je comprends le point parce que ça doit être compliqué aussi à défendre. Je pense en interne mais même en externe parce que souvent on doit vous remettre
Oui, mais le reporting, il donne quoi? Vous en êtes où par rapport à une taxonomie, etc., non? Ouais, exactement, effectivement, il y a un peu cette exigence réglementaire où on sent qu'il y a une volonté politique Mhm. et la traduction dans les faits qui est assez éloignée. Et c'est même, quand je discute avec des clients, c'est exactement la même chose. Ils me disent: «Oh moi, la RSE, j'en ai ras-le-bol, c'est plein de reporting qui servent à rien». Mais après, ils vont me parler de manière très passionnée et très engagée de ce qu'ils ont mis concrètement en place dans Ouais. leurs entreprises. Donc Sur c'est tel je ou tel point qui leur parle, quoi, sur les panel exactement, gap ou. Ouais, je comprends. c'est exactement ça. D'accord. Alors, est-ce que je peux te demander s'il y avait une spécificité dans la démarche d'UBS, la maison de gestion? Est-ce que vous en avez déjà défini une et quelle serait-elle en fait, cette spécificité? Alors, tu l'auras compris, pour nous, le cheval de bataille, c'est le pragmatisme Mhm. et ça, on peut pas faire autrement quand on est en contact avec les clients, d'être pragmatique. Donc là, je vais peut-être me répéter, mais ce sont des sujets extrêmement complexes et faut pas occulter cette complexité. Il y a pas de bon, il y a pas de mauvais choix, il y a des choix éclairés, il faut être capable de les défendre et je vais te donner un petit exemple. Oui. Par exemple, sur les green bonds, hein, les fameuses obligations vertes. C'est une classe d'actifs, vraiment, extrêmement importante dans la construction d'un portefeuille, ISR. Tu sais bien que le diable est dans les détails, hein. La réglementation n'est pas la même aux États-Unis, en Mhm. Europe, aux États-Unis et il y a beaucoup de déclaratifs. Ouais. Et pour moi, la question des green bonds, c'est de dire, à quel point on peut distinguer l'émetteur, qui peut être brun, voire noir, du projet qui peut être plus ou moins vert. Ouais. C'est un peu cette question philosophique de est-ce qu'on peut distinguer, l'œuvre, de l'artiste? Ouais, tout à fait. Alors nous, on a choisi de travailler avec un partenaire externe pour identifier les bons et les mauvais green bonds et pour te donner un exemple, il y a cette banque canadienne qui a émis un green bond il y a c'était en début d'année, c'était son premier green bond et on a choisi de pas y souscrire, parce qu'en fait, en regardant l'émetteur, cette banque canadienne, elle continuait de financer des projets de sable bitumineux Ouais. sur lequel on ne souhaite pas investir parce que c'est un non-sens écologique, mais aussi économique. Donc on a fait ce choix-là. Peut-être que d'autres en ont refait, enfin, Donc, refont des choses différentes à notre place, mais au moins je me sens, en tout cas moi, quand je suis face à mes clients, je suis assez confortable pour défendre ces idées-là. Et d'accord. voilà. Et alors, tu vois, j'ai tendance à demander, je finis toujours par quelle est votre vision à moyen, long terme de notre métier, quoi, comment ça va se développer. Souvent, on me répond de la standardisation, etc. Mais là, dans ce dont tu parles, c'est un petit peu l'inverse de la standardisation, puisque là, on est en train de dire, on va faire du picking hyper spécifique, quali. On a une relation directe avec le client pour pouvoir expliquer ses choix en transparence, ce qu'on ne peut pas faire quand on est un fonds ouvert à Mundi. Hein. On ne peut pas aller voir tous les porteurs de parts. Donc, comment, c'est quoi pour toi? Ce serait quoi le futur de l'ESG, de l'extra-fi dans les années à venir? Alors, c'est vrai que l'année 2022, ça t'a pas échappé, Paul, c'est un peu le tournant, Mhm. puisque depuis le début de l'année et on en parle avec les clients, ce qui fonctionne, c'est le pétrole et l'armement. Donc on peut pas dire que ce soit des sujets, ultra ESG. En même temps, comme nous, on fait de la gestion patrimoniale et on gère les risques aussi pour nos clients, on se rend compte qu'au niveau des controverses extra-financières, là, il y a un peu plus de matérialité. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des sujets extra-financiers qui sont mis en avant, dans la presse ou par les ONG, il y a un impact sur le cours. Et je pense que la clé pour moi, c'est la matérialité. Parce que pour l'instant, l'impact financier de mauvaises pratiques ESG, ça reste assez incantatoire. Voilà, et j'ai assisté à une réunion assez intéressante avec Emmanuel Faber, hein, qui préside maintenant l'ISSB, donc cet organisme de normes comptables. Moi, ce que je trouve intéressant, ce serait de traduire toutes, par exemple, les externalités négatives, tout ce qui pourrait être du hors bilan dans un bilan comptable ou dans un compte de résultats. Comme ça, en fait, tu n'aurais plus la question de la matérialité ou même de la double matérialité. Ce serait, je dirais, visible. Et par exemple, on pourrait avoir des profit warning, mais pourquoi pas des carbone warning. Ouais, Et on serait plus là en train de se parler en fait d'extra financier, ce serait juste de la finance tout court. Et moi, j'aimerais bien voir, voilà, voir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tout soit complètement imbriqué. Ce d'accord. serait en tout cas mon souhait pour l'avenir de l'investissement durable.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces 15 minutes. On arrive au bout de ce coffee shot. J'espère que vous avez tous passé un super moment. Mais en tout cas, j'ai découvert une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. Et puis, je vous donne à tous rendez-vous d'ici quelques semaines pour un prochain quick shot. Merci Géraldine. Merci Paul.